Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre seconde review de la seconde partie de l'animé Fairy Tail. On en avait fait un bon gros bilan des 164 premiers épisodes, 163, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai mis 164, c'est pas grave. En soi, ça n'a pas d'importance, étant donné que, pour vous faire un petit rappel, la dernière fois, nous nous étions arrêtés sur le duel entre Kagura et Yukino en plein milieu des grands jeux intermagiques. Yukino a donc perdu malgré l'utilisation de ses esprits qu'on ne connaissait pas, introspection d'une nouvelle constellationniste, introspection de Kagura qui à Mermaid Hill cache peut-être quelque chose, de la rancœur envers quelqu'un, etc. Bref, on va faire le petit bilan final des grands jeux intermagiques, passer aux autres arcs. Comme je l'ai dit dans la première review, je vais pas rentrer dans les détails de tous les combats, tous les machins, parce que surtout dans les grands jeux intermagiques, dans l'arc suivant, Eclipse, il y a beaucoup d'éléments à se souvenir. Je vais essayer de faire au plus simple, histoire que l'on ne se perde pas. Et nous sommes partis. Alors, les grands jeux intermagiques sont un gros bordel pour Fairy Tail, forcément, ils sont hués de partout, c'est le bordel, blablabla. Lucy a perdu son duel contre l'autre, de Sabertooth, contre Minerva, c'est un peu le bordel, ils sont tous remontés évidemment contre Sabertooth, et surtout Yukino vient de perdre, donc on commence à connaître un petit peu les bas-fonds de Sabertooth, et que cette guilde est pas aussi joyeuse qu'on le pense, au contraire, c'est une guilde qui a un maître qui est littéralement un dictateur, et qui vire Yukino avant de la mettre à poil devant tout le monde. Enfin voilà, c'est n'importe quoi, mais elle est obligée de quitter la guilde, donc elle se retrouve sans rien, et puis on se retrouve enfin dans l'un des grands moments des grands jeux intermagiques, un moment que tout le monde apprécie tout particulièrement, c'est le Pandemonium, où Erza va affronter les 100 monstres à elle toute seule. C'est tout simplement magnifique. Et on passe ensuite au match de Luxus, au match de Wendy aussi contre Cheria. Luxus, qui explose Alexei, qui est en réalité son père camouflé. Raventail se fera virer des grands jeux intermagiques, mais surtout Wendy contre Cheria. Parce que là, on rentre dans les vrais bails. Autant le Pandemonium, c'était déjà une masterclass, mais alors Cheria contre Wendy, déjà première introspection de Cheria, qui deviendra sa meilleure amie. Voilà. Qu'y a-t-il de plus mignon que de rencontrer celle qui deviendra ta meilleure amie après, celle dont tu rejoindras la guilde, puisqu'elle fait partie de l'Amia Scale, et c'est la cousine de Cherry, celle qui est amoureuse de Ren, il me semble, de Blue Pegasus, vous vous en souvenez peut-être, je sais pas, c'est pas grave. Le duel est assez épique, c'est trop cool, il y a la bataille navale ensuite, il se passe pas mal de trucs, et on arrive à la fin des grands jeux intermagiques. Avec vous le connaissez ce duel. Oh que oui, parce que c'est les deux derniers épisodes. Et là, et là les gars, là ça va être une masterclass. Parce que c'est Natsu et Gajil contre les dragons jumeaux de Sabertooth. Oh que oui, vous le connaissez cet épisode. Oh que oui, vous connaissez l'humiliation qu'a fait subir Natsu à Sting et Rogue. Oui, tout le monde s'en souvient, c'est l'épisode final de la saison 2009, animé par Satellite et A1 Pictures. Donc c'était l'épisode parfait pour mettre tout sur la table, de mettre les meilleurs artistes sur la table et nous pondre un épisode absolument merveilleux. Et c'était un épisode tout simplement merveilleux. Même si on se doute un petit peu que ça va être un peu plus compliqué pour Natsu, etc. Du moment où Natsu pousse Gajil sur le chariot, Gajil qu'on reverra plus tard d'ailleurs, parce qu'il est tombé dans le cimetière des dragons, etc. On leur parlera après, c'est juste après, vous inquiétez pas. Mais là, Natsu, il a pété son crâne. Il a pété son crâne et il nous a pondu un combat, mais c'était une humiliation. Je sais même pas s'il y a pire comme terme qu'humilier. Il les a humiliés à lui tout seul. Ça n'a aucun sens. Et c'est donc le changement de studio, donc à peu près 1 an et demi de pause entre ces deux parties après le 175. Ça a dû être extrêmement frustrant pour les fans d'attendre la suite. Après un épisode pareil, personne ne pouvait s'attendre à ce que ça se finisse comme ça. Introspection d'un nouveau perso, on ne sait pas vraiment qui c'est. Jelal semble le rattraper, en tout cas il était à sa recherche, quelqu'un avec une capuche, on sait pas qui c'est, mais il nous dit que c'est une femme, mais on nous laisse sur ce cliffhanger. On sait pas qui c'est, on sait pas d'où il vient, donc on pensait que c'était Zélef, mais en fait visiblement non, c'est les pieds d'une femme, mais le visage choqué de Jelal, et on en reste là. Voilà, donc ça a dû être ultra frustrant pour les gens de ne pas avoir de news pendant 1 an et demi, avant que la série revienne en courant 2014 avec le début de l'arc Eclipse, le roi des dragons, le projet Eclipse. On nous dévoile un petit peu plus
sur le sujet avec Jade, hein, la princesse de Fioré, qui nous dévoile l'existence de la porte éclipse et la bataille finale des grands jeux intermagiques, hein, puisque ça ne s'arrête pas à ça, parce que il me semble que Lucie, je crois que c'est Lucie qui se fait enlever par les capitaines du château, hein, tout simplement, parce que c'est une constellationniste, donc ils ont besoin d'elle pour Eclipse, etc. On nous l'explique très rapidement qu'ils ont besoin d'elle, donc l'équipe de Natsu avec Mira, avec Wendy, vont partir récupérer Lucie, tandis que les autres membres vont terminer les grands jeux intermagiques. Et ça va être le moment pour Erza aussi, de mettre les choses à plat en ce qui concerne Kagura et surtout Minerva, de faire un 3v3, enfin un 1v1v1, hein, pour faire plus simple, mais c'est surtout un triple combat absolument merveilleux, soit dit en passant, hein. C'est non seulement le retour de Fairy Tail, c'est l'affrontement entre les membres de Sabertooth, donc Grey contre Rufus. En parallèle, on a nos membres qui sont attaqués par les membres des loups affamés, hein, les bourreaux dans les cachots du château, quand ils essayent de s'enfuir, puisqu'ils seront tous capturés à moitié, etc. C'est un peu le bordel, là. Ils seront tous envoyés dans les cachots, même s'ils récupéreront Lucie quand même. Mais ils seront à moitié bloqués là-bas. Et puis on aura en parallèle Erza contre Kagura, Minerva qui arrive. Le combat est épique. On apprend tout ce qu'on a besoin de savoir en ce qui concerne Kagura, son passé, qu'elle est la petite sœur de Simon. Et qu'Erza et elle en fait se connaissaient puisqu'elles vivaient ensemble au village de Rosemary. Et puis derrière t'as Minerva qui arrive et qui plante le sabre dans le ventre de Kagura. Erza à moitié blessée. Elle utilise l'armure des destinées. Bref, c'est monstrueux. En termes d'action, on n'a pas le temps de respirer. Surtout qu'en parallèle, je le disais, nos membres sont bloqués dans les cachots du château. Et puis, on a enfin l'identité. On connaît l'identité de la personne encapuchonnée. C'est la Lucie du futur. Ouais, on apprend tout ce qu'il y a à savoir sur pourquoi Eclipse existe. Quel est l'objectif d'Eclipse? C'est de voyager dans le passé. Enfin, passé, futur, ça dépend en fait, hein. Ça dépend comment on choisit de l'utiliser. Ça peut être une porte qui permet de voyager, d'être utilisée comme arme magique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vous souhaitait l'utiliser, hein, à la base, le royaume. Alors qu'on apprendra bien plus tard que la porte aurait dû être détruite depuis belle lurette. Le roi aura visiblement pas eu les couilles de détruire cette porte. Ou bien il en aura pas été capable, hein, tout simplement, hein. Mais ça n'empêche que cette porte aura créé énormément de problèmes, et on apprend du coup que la Lucie du futur est là pour sauver le futur, parce que je crois une semaine après ou quelques jours après, 10 000 dragons arriveraient sur le royaume et détruiraient absolument tout. On apprend aussi l'arrivée du Rogue du futur. J'ai oublié de parler de Rogue, mais Gadget contre Rogue aussi en parallèle, hein, même si les grands jeux intermagiques se termineront aussi, hein, et Fairy Tail qui remportera les grands jeux intermagiques. Là où on apprendra l'existence d'un Rogue qui vient aussi du futur, qui veut tuer Lucie. Bref, c'est le bordel. Lucie du futur qui va mourir. Grand moment de tristesse. Tout le monde l'a vu cet épisode, hein. La mort de la Lucie du futur qui protège celle du présent. On apprend que cette Lucie du futur n'a plus son symbole de Fairy Tail, signifiant de manière extrêmement triste qu'en fait dans le futur tous les membres de Fairy Tail sont morts. Donc la guilde n'existe plus, donc le signe sur la main de Lucie a disparu. Donc c'est ultra triste, en plus du fait qu'elle meurt, hein. Donc Natsu qui promet de protéger son présent et le futur par la même occasion, avec une fin, mais une fin, je sais même pas comment l'interpréter. C'est une fin touchante, bouleversante, avec Natsu et ses larmes qui dit je te jure, je protégerai le futur. C'est incroyable, c'est absolument incroyable. D'où est-ce qu'ils viennent les dragons? Eh ben ils viennent de la porte Eclipse. Bah ouais, c'est trop con. Bah ouais, il les a tous bernés. Les dragons vont arriver depuis la porte. Ils vont être reliés à 400 ans dans le passé, ils vont tous traverser. Surtout que on apprenait un peu plus tôt dans l'arc, grâce à Gadjil qui emmènera tous les chasseurs de dragons dans les souterrains où il s'était retrouvé à cause de Natsu. Enfin, voilà, lui il l'a poussé dans le chariot, il s'est retrouvé dans des souterrains, il savait pas où il était. C'était un cimetière de dragons. Voilà. Donc grâce à Wendy et sa magie, ils ont pu d'ailleurs parler avec l'âme d'un dragon. Et ils ont pu en apprendre un petit peu plus sur l'existence d'Acnologia, qui il est, d'où il vient, c'est un mec qui était humain à l'origine, etc. Pas mal d'informations en ce qui concerne Acnologia, mais on en reparlera un peu plus tard. C'est pas ce qui est le plus important, parce que d'ailleurs ce même dragon on le reverra, hein, puisqu'il traversera lui aussi la porte Eclipse. Bon, puisque c'est pas le même. Ne pas se souvenir, le dragon de Jade, vous vous souvenez de lui, il est magnifique. Atlas Flame, oh, Atlas Flame, le tonton de Natsu, ouais j'adore, en VF c'est trop cool. Le tonton de Natsu avec qui il fera équipe, etc. pour arrêter Rogue, tous les chasseurs de dragons qui auront ce moment précis, ce pourquoi ils existent, affronter un dragon, bon, ils y arriveront pas, bien sûr. Et puis
Et puis, l'utilisation du sort d'Ultia. Qui ne se souvient pas de ça? Le sort de remonter dans le temps d'Ultia qui ne marchera que de 2 minutes. Je trouve que c'est une idée parfaite pour empêcher la mort de certains des personnages. Et puis évidemment la bataille finale entre Natsu et le Roc du futur qui amènera à la destruction d'Eclipse. Enfin, enfin Eclipse qui finira par être détruite. Lucie du futur qui retourne dans son présent, hein, et puis qui peut repartir pour de nouvelles aventures. Donc une fin touchante, hein, les fameuses prairies d'or du chapitre de l'épisode 198, et puis le grand bal, le cadeau, la guilde qui retourne à Magnolia et qui leur redonne leur ancien QG, etc. Et puis tout va bien, tout va bien pour eux, et puis on va pouvoir switcher à l'arc qui nous intéresse, enfin les derniers arcs qui nous intéressent, oui, parce que comme je vous le disais la dernière fois, c'est vrai que j'ai oublié, hein, j'ai été très vite pour l'introduction, on saute l'arc des esprits stellaires, c'est un arc hors série, c'est un peu pareil pour l'arc suivant qui est la créature mystérieuse, qui est l'adaptation de roman, il me semble, hein, la créature mystérieuse. Il y a un épisode que je retiendrai. Ça par contre je peux pas l'enlever cet épisode là, à part tous les autres, Kemo Kemo, vous savez la petite bestiole là, vous voyez dans l'opening 18, hein, vous vous en souvenez peut-être de cette bestiole, bah, en fait c'est tout un tas d'épisodes hors série qui ne se suivent pas, et puis je retiendrai qu'un seul épisode sur tout cela, c'est le 220, avec l'épisode des 413 jours. Les 413 jours depuis que Grey et Jubia se connaissent. Cet épisode est génial, franchement ça montre à quel point non seulement Jubia tient à Grey, mais surtout parce qu'elle fait une gaffe en voulant lui offrir un cadeau, alors qu'en fait ce jour, ce 413e, qu'elle considère comme quelque chose d'heureux, c'est pour lui un jour malheureux. C'est le jour de la mort de Hool. Donc je trouve incroyable le parallèle entre ce que Jubia veut faire, toute heureuse de lui offrir un cadeau, elle lui fait même une écharpe et tout, et au final elle apprend, choquée, que ce jour et en fait le jour de la mort de son maître. Donc elle s'en veut énormément, et je trouve l'épisode ultra touchant et tout, la fin l'est d'autant plus quand à la neige qui commence à tomber, et Grey qui se rend compte de ce qu'il a fait, quand il repense à Hool dans le passé qui lui a offert une écharpe, et il repense à ce que Jubia a fait, et il est parti, couru dans la neige pour retrouver l'écharpe, et il apprendra l'écharpe. Et qui sera la spectatrice de tout ça? Qui consolera Jubia? Et qui verra Grey récupérer l'écharpe? C'est Erza. Qui est de mieux placé en amour pour voir ça? C'est Erza. Bah oui, parce que sa relation est pas... C'est pas comme si sa relation était aussi ambiguë que avec Jelal que Grey et Jubia. Donc elle est la meilleure spectatrice pour voir ça. Et je trouve que cet épisode est juste trop mignon, quoi. Franchement, c'est le seul que je retiendrai de hors série, mais qui est ultra important. Franchement, si vous devez voir qu'un seul épisode sur toute cette saga-là, ne regardez celui-ci. Il est ultra important. Enfin, important, non, il ne sert pas à grand chose, mais il développe la relation qu'ils ont l'un et l'autre. Et puis, on passe à l'épisode 227 avec l'arc du village du soleil. Pas le meilleur arc, retour quand même de Minerva, introspection de l'un des 4 mages, enfin l'un des 4 rois d'Ishgard avec Warod, un ancien membre de Fairy Tail, l'un des membres fondateurs. On en apprend un peu plus d'ailleurs sur la fondation de Fairy Tail, avec... la guilde que rejoindra Minerva, hein, j'ai plus le nom, mais c'est une guilde, une sous-guilde qui appartient à Tartaros, l'arc juste après. Mais ça met en avant vite fait Flair, hein, qui vient d'ailleurs du village du soleil avec une flamme éternelle qui a été tout gelée. C'est un village qui a été complètement congelé. Donc il se retrouve face aux membres, hein, de cette guilde, qui se retrouvent, les membres se retrouvent transformés en enfants. Il y a en parallèle l'espèce de guilde à la con là, de chasseurs de trésors de merde là, qui sert à rien et qui casse les couilles. Mais ce qui importe, c'est surtout de connaître la raison pour laquelle ça a été congelé, par qui ça a été congelé, et quand c'est décongelé, qu'est-ce qu'est la flamme éternelle? Bah, la flamme éternelle, en fait, du village du soleil, c'est Atlas Flame. Voilà, je trouve le truc trop cool, en fait, hein, de savoir que cette flamme éternelle, depuis le début, celle qui brûle sans cesse depuis 400 ans, on suppose en tout cas, bah c'est Atlas Flame, et je trouve ça trop cool. Même si l'arc est pas ouf, et c'est juste un moyen de mettre en avant Flair qui vient de ce village, qui a été élevé par les géants, c'est trop cool. Voilà. Et puis Grey qui doit faire face une nouvelle fois à son traumatisme, puisque retransformé en enfant, t'as son traumatisme qui revient de Deliora, mais il fait face à tout ça. Et puis surtout parce que ça le concerne à demi-mot, on parle d'un village gelé, même si c'est une glace qu'il ne connaît pas, et ça soulève quelque chose d'intéressant qui arrivera un peu plus tard chez Tartaros. Mais ça met bien Grey en avant aussi, parce que ça le concerne indirectement. Vous savez de quoi on parle, bien sûr.
Et on arrive à Tartaros, avec l'introspection des 9 portes démoniaques. Vous vous rappelez de ce qui se passe? Ouais, Jackal, l'un des membres de Tartaros qui fait exploser le conseil de la magie. Vous en souvenez ou pas? Il tue tous les conseillers, même Maître Org, etc. Le seul à s'en sortir, bah, c'est Mest, hein, Drambald, Mest, on l'appelle comme on veut, même si c'est plus Mest que Drambald, mais voyez, bref. Il n'empêche. Donc on nous montre quand même que cette guilde entre enfin en action, que c'est la dernière de l'Alliance Baram, et que en parallèle, Jelal et Meldy veulent récupérer les Horation Sails. Bon, Natsu affrontera Jackal. On se rappelle de ce qu'il arrive aussi à Luxus, hein, quand il affronte Tempester, hein, où il sera touché par les démonoparticules. Ultra important d'ailleurs, ce qui lui arrivera bien plus tard, où il réaffrontera Tempester, mais il sera touché très gravement par les démonoparticules. Ça aura une incidence sur l'arc final aussi, hein, puisqu'il sera gravement malade. Hein, c'est irréversible, hein, ce qui lui arrivera à Luxus. Donc c'est un moyen plutôt intelligent pour Mashima de nerf le personnage, on va pas se mytho. C'est un moyen très intelligent de le nerf et de le rendre moins puissant qu'il ne l'est. Alors que ça n'empêche pas qu'il est puissant, attention. Mais ça va le nerf un petit peu, hein, Luxus. Ça l'obligera à arrêter de se battre parce que bah il fait des crises, hein, à cause de ses organes qui ont été trop touchés à cause des démonoparticules. Mais je trouve ça intéressant. Puis l'introspection des autres portes démoniaques. Ils veulent tuer les anciens conseillers pour débloquer Face, une arme magique du conseil, outre Etherio. Il restait d'autres armes du conseil, et ils veulent tuer les anciens conseillers. En plus d'avoir tué ceux du présent, ils tuent la moitié des... Ils tueront 90% des anciens conseillers aussi, hein, soit dit en passant. Mais, ce qui va nous intéresser, c'est enfin quand Natsu va se rendre au QG. Parce que bah, c'est grâce à Happy, mais en fait, t'as aussi de l'autre côté Elfman et Lissana qui se feront avoir. Elfman qui détruira la guilde, malgré lui, puisqu'il sera manipulé par, par un membre de Tartaros. Lissana qui se fera emprisonner, Natsu qui sera aussi emprisonné, l'ancien grand maître de la magie, hein, l'ancien ministre, l'ancien ministre de la magie, rejoindra Tartaros, donc il va les aider à détruire le monde indirectement. On comprendra jamais pourquoi d'ailleurs il a trahi tout le monde, mais bref, on s'en fout. L'ancien président, pardon, je cherchais le terme, mais bon, c'est pas grave, hein. Il leur donnera l'emplacement de Face, il leur dira comment les activer. Wendy, on y est, épisode 243. Wendy contre Ezer, l'une des 9 mortes. Pardon, je cherche pas à comprendre. Wendy, avec les épisodes 243 et 244, qui activera sa propre Dragon Force. Ouais. Chapitre de Fou Furieux. Épisode de Fou Furieux. Ouais. Comment ne pas retenir aussi cet épisode? Ouais. C'est l'épisode de Fou Furieux où elle bute Ezer, hein, et puis on pense que c'est terminé. Bon, Mashima nous a habitués avec ça, donc moi j'ai vu le truc venir à des kilomètres. Hein. Ah, honnêtement, à l'époque, je pensais que c'était terminado. Mais Mashima, au bout d'un moment, j'ai fait non, c'est bon, là c'est trop. Mashima t'abuse, parce que bah ils mourront pas, hein, que ce soit elle ou Carla, ils ne mourront pas tous les deux, ils se feront sauver à la dernière seconde par Mest, qui les sauvera in extremis, mais elle remplira sa mission jusqu'au bout, et elle mettra fin à Face, c'est ce qu'on pensait, évidemment, puisqu'il n'en est rien, puisque malheureusement pour eux, il n'y avait pas qu'un seul Face, mais des milliers, qui apparaîtront sur tout le continent, et puis pour faire disparaître la magie, c'est l'objectif de Tartaros, faire disparaître la magie de ce monde, pour permettre ensuite à END de revenir, le maître de Tartaros, le plus puissant des livres les plus puissants démons des livres de Zéph, aux mains du roi des enfers, sacrifice de la clé d'Aquarius pour faire venir le roi des esprits. Grey contre Silver. Silver qui est celui qui a gelé le village du soleil, mais qui est aussi la réincarnation de Deliora, mais qui est en fait en réalité le père de Grey, qui est manipulé par le nécromancien de Tartaros. Ouais, ça fait beaucoup à encaisser. Ouais, je sais, ça fait beaucoup d'informations à retenir, mais il n'empêche que en fait Grey affronte son propre père, hein, qui a en fait obtenu la magie de chasseur de démons de glace, mais qui en fait ne voulait pas affronter son fils parce que il souhaitait un petit peu tester sa force, hein, s'il était digne de transmettre le flambeau à son fils, parce qu'en parallèle il devait garder l'anonymat aussi, hein, pour ne pas trahir Tartaros, même si Tartaros se doutait un petit peu que Silver les trahirait un jour ou l'autre, hein. Mais il n'empêche que Jubia vaincra
vaincra le nécromancien, ce qui libérera définitivement le Silver de sa possession, et puis Grey héritera des pouvoirs de son père pour affronter Mardgeir et surtout détruire le livre de ND. Et puis c'est parfait, c'est d'ailleurs la parfaite transition. Je trouve que Majima a très bien géré ça. C'est la parfaite transition pour le retour d'Ignir et le retour des différents dragons, puisque c'est le moment où on apprend qu'en fait les différents dragons qui avaient disparu en 777 en fait étaient dans le corps des chasseurs de dragons. Voilà, en fait aucun dragon n'avait disparu, puisqu'ils étaient tous dans le corps de leurs chasseurs de dragons respectifs. Et leur retour est absolument incroyable, en plus d'être ultra important, puisque non seulement Ignir affrontera Acnologia, mais les autres vont détruire les Faces. Donc ils vont sauver le royaume de Fioré entier, mais en plus, ils vont permettre à Acnologia, bon même si le pauvre Ignir finira par mourir, hein, là où Natsu rêvait de ce jour depuis si longtemps, bah, il verra son père revenir, mais en plus mourir sous ses yeux, mais ça permettra à Acnologia de perdre un bras. Donc, est-ce que le sacrifice est proportionnel ? Très honnêtement non, on va pas se mytho, on parle de la mort d'Ignir et de l'autre il perd juste un bras, donc bon, en soi c'est un peu dommage, mais comme le dit après plus tard Grandinet, de toute façon il était très affaibli, et c'est quand même très important qu'il lui ait arraché ne serait-ce qu'un bras. Il se sera battu jusqu'au bout, Face sera complètement arrêté, donc à minuit pile, 0-0-0. Comment je ne peux pas parler de la torture d'Erza ? C'est un moment ultra dur à vivre. Alors c'est d'autant plus vrai dans le manga. En vrai dans l'anime, ils ont quand même beaucoup ils ont satellisé le moment en fait. Genre normalement dans le manga, Erza est nue, dans l'anime elle est habillée. Oui je sais, c'est stupide de dire ça comme ça, mais je trouve qu'ils ont quand même beaucoup moins forcé sur ça. Peut-être parce que le format animé était trop violent, hein, et ça on le sait, hein, déjà de par la censure du sang et de pas mal d'autres choses. Et déjà dans l'animé c'était ultra gênant, mais dans le manga les gars vous allez avoir envie de gerber, hein, parce que dans le manga elle se fait torturer mais vraiment très très fort, quoi. Donc forcément elle est traumatisée, mais ça ne l'empêche pas de gagner, hein. Les derniers épisodes de la saga de Tartarus, avec l'épisode 264 et 265, et on apprend par la même occasion la dissolution de Fairy Tail, très important, parce qu'on parlera pas de l'arc suivant. Ouais, je sais, il y en a qui vont me détester, parce que je ne parlerai pas de l'arc suivant. Oui, je ne parlerai pas de Fairy Tail Zero, ça ne fait pas partie du manga principal, c'est un manga à part, Fairy Tail Zero, donc je n'en parlerai pas. Ouais, je sais, ça vous fait chier, mais je parle que de ce qui est dans le manga. J'ai pas envie de parler des arcs hors série. Fairy Tail Zero est un arc hors série. Que vous le pensiez ou non, c'est un arc hors série, Fairy Tail Zero. Ouais. C'est un manga à part, c'est une œuvre à part de la série principale. Donc je ne parlerai pas de Fairy Tail Zero, bien que ce soit important pour connaître l'envergure de toute la création de la guilde, les membres fondateurs au final, avec Mavis, avec Yuri, avec Warrod, avec Precht, qui est quand même assez mis en avant dans l'œuvre principale. Warrod un peu moins, mais ça reste quand même un des 4 rois d'Ishgard. Mavis, qui se rendra quand même pas mal utile dans l'œuvre principale, on va pas se mentir, hein. Il y en a beaucoup ces derniers temps qui disent que Mavis ne sert à rien, enfin le manga est fini depuis 4 ans, pardon, excusez-moi, 5 ans même, donc dire que Mavis aujourd'hui est inutile alors qu'elle sauve la guilde une fois en activant Fairy Sphere, on l'appelle quand même la stratège des fées, donc c'est grâce à elle que le Fairy Tail gagnera les grands jeux intermagiques, indirectement, mais elle est inutile, bien sûr. C'est exact, évidemment. Évidemment, qu'est-ce que je dis? Évidemment, elle est inutile. Vous êtes trop drôles, les gars. Non, ce qui nous intéresse, ça va être surtout de passer aux 3 derniers arcs. Un an plus tard, Avatar et Arbales Alvarez. Appelez ça comme vous voulez. Un an plus tard, avec les 2 derniers épisodes de la série 2014. Donc un an est passé après que Natsu ait quitté la guilde. Il est parti en voyage en laissant Lucie en plan. Hein, le con, c'est pas comme s'il aurait pu demander à Lucie de l'accompagner. Non. Il laisse Lucie en plan, en plus du fait que le lendemain, seulement le lendemain, ou même le jour même, le maître demandera à tout le monde de se réunir pour annoncer la dissolution de la guilde. Natsu viendra juste de prendre son petit sac à dos et de partir. Alors que le jour même, voire le lendemain, t'as le maître qui annonce la dissolution de Fairy Tail. Le mec n'a aucune compassion pour ses propres camarades et encore moins pour Lucie, il en a rien à foutre. Mais bon, c'est pas important puisque 1 an ont passé, la guilde est dissoute, même si l'insigne de Fairy Tail reste, donc on peut pas dire que la guilde soit entièrement dissoute, mais
Lucie a pris un appartement sur Crocus, est devenue journaliste dans le Sorcereur, donc tout est bien pour elle. Hein. Bon, même si les grands jeux intermagiques sont un peu ternes cette année, c'est surtout le moment pour Natsu de faire sa réapparition aux grands jeux intermagiques et d'annoncer le retour de Fairy Tail. Bon, forcément, Lucie n'est pas très très contente, hein, puisque tu m'as laissé toute seule pendant un an, tout le monde s'est séparé, je cherche désespérément à retrouver tous les membres, elle n'y arrive pas. Ce qui n'empêchera pas Natsu de faire son petit caca nerveux en mode ouais mais on m'a pas prévenu machin. Ouais bon, tu ferais mieux de la fermer quoi, t'es parti avant la dissolution. T'as pas pensé une seule seconde à ce que t'as laissé derrière toi. Mais il n'empêche que Message de Feu, l'épisode final, que je trouve cool. C'est pas le meilleur épisode parce qu'on sent que l'épisode était full sous-traité. Hein. Il est pas très beau l'épisode, on va pas se mytho. Mais ça n'empêche que le message de fin est cool. Et puis ça nous a laissé sur notre fin. Puisque la série fera une pause de pas loin de 2 ans. Avant de revenir seulement en octobre 2018, même si on a eu Dragon Cry pour nous sustenter à peine un an après, en 2017, en mars 2017, quand Dragon Cry est arrivé. D'ailleurs, Dragon Cry qui teasait la suite, hein, puisqu'à la fin de Dragon Cry, vous vous souvenez de la scène post-générique avec Zelef, avec Acnologia, avec Brandish, avec aussi Invel, hein, qui nous teasait du coup le retour de Fairy Tail à peine un an plus tard. Hein. C'était une scène post-générique qui n'était pas placée là juste pour faire joli. C'était clairement pour nous dire attention, Arbalès arrive en animé, ça va arriver. Et puis ça s'est confirmé pas plus loin que quelques mois après quand ils ont annoncé que la série sortirait. Et puis de toute façon on n'en doutait pas un seul instant. Ce qui nous intéresse c'est du coup la série 2018. Ah, série 2018. Je suis pas rentré dans les détails de la production de la série 2014. Générique incroyable, musique incroyable, épisodes bon qui sont pas tous parfaits mais qui sont pas trop mal non plus. Hein. 2018 par contre, il a commencé à y avoir quelques petits soucis. 2018 on change de studio. Parce qu'on passe à Cloverworks. Il faut savoir que A1 Pictures faisait partie du comité de production pour les 2 premières séries. Et ils ont passé le flambeau à Cloverworks. Bon, ça n'empêche pas A1 Pictures et Bridge d'être toujours là. Ça veut dire qu'il y a eu 3 studios quand même en main de cette saison finale. Hein. Oui, il y a eu 3 studios du coup. Mais Cloverworks est le studio principal, puisque c'est lui qui fera partie du comité. Hein. On n'a pas eu tort d'avoir peur, puisque cette série n'est pas non plus la meilleure visuellement. On va pas se mytho. Il y a des épisodes qui sont un peu mieux que d'autres, principalement les combats les plus importants, mais ce qui est du reste, c'est beau, c'est pas moche. Attention, au loin de moi l'idée, c'est loin d'être moche, mais on aurait aimé qu'ils en fassent plus quand même. On va pas se mytho. Avatar est pas trop mal. Hein, le retour des membres de Fairy Tail, Wendy qu'ils iront chercher à Lamia Scale. Le retour de méchants dont on en a rien à foutre. Hein, je pense à Blue Note. Hein, vous vous souvenez, un ancien membre de Grimoire Hard, qui se fera éclater par Natsu. Voilà. Le retour de Grey, le retour d'Erza, le retour de Jubia aussi, etc. etc. Bon, le plan de purification avec Avatar, vous vous en souvenez, hein, avec tous ces membres très atypiques. Voilà. Vous vous en souvenez, avec l'épisode 283, avec l'espèce de monstre gigantesque, là, Ikusatsunagi. C'est pas un épisode oufissime, mais ça n'empêche que c'était un retour intéressant, surtout pour Grey qu'on pensait être tourné du côté du mal. En fait, non, le gars était juste en infiltration chez Avatar. Voilà. On apprend aussi que Gadjil et Rebi avaient rejoint le Conseil de la Magie. Voilà. Trop drôle. Mais c'est surtout la réunification des membres de Fairy Tail. Et puis la reconstruction du QG, etc. La désignation, et là on passe à Arbalès, du coup, parfaite transition. La désignation du 7e maître de Fairy Tail, hein, en la personne d'Erza Scarlet, qui dévoilera pas mal de choses. Mest, hein, qui dévoilera plutôt l'existence de Luménistoire, qui est ni plus ni moins que le corps de Mavis, que Zelef convoite par-dessus tout. Oui, parce qu'on revoit Zelef, hein, on apprend que il cherche à retrouver Makarov, parce que c'est l'objectif de Mest, retrouver Makarov, qui est disparu depuis plus d'1 an. En fait, on sait où il est, Makarov. Il est à Arbalès. Ouais. S'il a dissous la guilde, c'est ni plus ni moins que pour préserver, pour protéger les membres de Fairy Tail, pour qu'aucun n'ait à être impliqué dans ce qui va se passer un peu plus tard, dans la guerre que compte démarrer Arbalès sur le royaume de Fioré, parce que en fait il est là-bas pour négocier. En fait, depuis le début, depuis 1 an, il est là-bas, Makarov. Il apprend, comme tout le monde, qu'en fait l'empereur Spriggan, les Spriggan 12, évidemment. Les Spriggan 12, en fait, l'empereur Spriggan
d'Arbalès, bah en fait c'est Zelef, hein, tout simplement, et puis il a absolument pas l'intention de négocier, qu'il en a rien à foutre, qu'il a réuni la moitié des Spriggan 12, les 12 Spriggan, on les appelle comme on veut, c'est comme ça que c'est dit dans la BF, les Spriggan 12, pour lancer la guerre contre Ishgard, et détruire Fioré, détruire Fairy Tail, récupérer Fairy Heart, on l'appelle comme on veut, hein, encore une fois, pour détruire Arachnologia, pour en finir avec toute cette guerre, et puis surtout pour Zelef de mourir, hein, parce que ça reste son objectif, le frérot il veut mourir, hein. Voilà, même si c'est que personne ne sera capable de le faire, il n'empêche que il veut mourir le frérot. C'est d'ailleurs le moment propice pour Mavis de nous raconter tout le passé qu'elle a vécu avec Zelef, pour englober, pour compléter ce qu'on savait déjà dans Fairy Tail 0, et avec les gens qui me remettent constamment en question la mort de Mavis et Zelef un peu plus tard dans l'arc, alors que celle-ci est extrêmement bien écrite, elle est bien ficelée, elle est expliquée noir sur blanc, mais c'est trop compliqué pour certains. Arrivé à ça, le début de la guerre, avec les Spriggan qui vont débarquer sur Ishgard pour récupérer Fairy Heart, hein, ça sonne plutôt clair, avec notamment Agile, avec Brandish qu'on rencontre un tout petit peu plus tôt sur l'île de Caracol, hein, où ils font la rencontre d'un premier Spriggan pour faire un petit tour, hein, comme ça, pour dire oula, ils sont un tout petit peu forts en fait. On apprend aussi en parallèle que God Serena, un ancien des 4 rois d'Ishgard, a quitté Ishgard pour rejoindre Arbalès, donc il fait partie maintenant des Spriggan 12. Le frérot, bon, il se fera défoncer. Je le dis direct, il se fait défoncer one shot par Arachnologia. Donc, on s'en fout. Il se fait tuer, donc on en a rien à foutre. Pour faire le tour des autres Spriggan, il y a Dimaria qui aura un combat absolument incroyable face à Wendy et Cheria. Cheria qui sacrifiera sa magie. Ultia d'ailleurs interviendra puisqu'elle a une magie intéressante. Dimaria, elle peut arrêter le temps, donc ça fonctionne bien avec Ultia, visiblement, hein. Elle peut se déplacer à travers les failles temporelles, donc je trouve le combat extrêmement bien raconté, extrêmement cool, et puis même si, vous inquiétez pas pour Cheria, elle retrouvera sa magie un petit peu plus tard. Invel, Invel, un moment qui m'a déçu dans l'animé. Autant dans le manga j'avais trouvé ça hyper bien amené. Alors je sais pas si c'est l'adaptation qui m'a causé des problèmes avec le combat de Jubia contre Grey, hein, où ils sont forcés de se battre l'un et l'autre. Mais honnêtement, dans l'animé, j'ai trouvé ça long, mais long. C'est cool, c'est touchant, même si tu vois venir à des kilomètres que les deux vont s'en sortir. Hein, à un moment donné, c'est un peu comme les prochains, on en parle, hein, vous inquiétez pas, pour la prochaine mort. Ça se voit à des kilomètres en fait qu'il n'y en a aucun des deux qui va mourir. Donc on nous fait toute une scène. Les seiyuu jouent très bien. Attention, les seiyuu jouent extrêmement bien, VOVF, ça joue parfaitement bien la scène, dramatique et tout, mais tu sens le truc venir à des kilomètres. Ça n'empêchera évidemment pas Grey de péter la gueule à Invel et de gagner son duel, d'apprendre par la même occasion que ND, que j'ai oublié de mentionner d'ailleurs dans Tartarus tout à l'heure, bah, que c'est Natsu. ND, voilà, la véritable identité de Natsu, c'est Eterius Natsu Dragnir, le dernier des démons des livres de Zelef, c'est Natsu, voilà. Il l'apprendra d'ailleurs de lui-même, de la bouche de Zelef, pendant son affrontement, grâce à la marque d'Ignir, que j'ai sur le bras d'ailleurs, je l'ai, voilà, elle est là, vous la voyez, qu'il affrontera, il pensera réussir à le tuer, mais il lancera rien, et puis il apprendra qu'il est lui-même END, hein, même si ça le déboussolera, et Grey l'apprendra aussi en parallèle face à Invel. Le prochain des Spriggan, c'est Jacob, hein, qui arrivera dans la guilde, et qui cherchera à capturer Mavis, même s'il n'est pas capable de la voir. Bon, le gars, il est un petit peu surcoté, on va pas se mytho, hein. Moi je suis désolé Jacob, je trouve que c'est un Spriggan ultra surcoté. Nineheart qui est resté sur les bateaux d'Arbalès, attendant tranquillement les gens qui arriveraient, puisque tous les mages du continent vont s'allier pour protéger le royaume de Fioré, et surtout pour libérer les endroits qui ont été pris par Arbalès, notamment le port d'Argéon. C'est là où vont se rendre Kagura, Erza et Djellal, hein, même si elle n'a pas trop envie de le voir, Djellal, hein, Kagura, mais ça n'empêche qu'elle le sauvera d'ailleurs un peu plus tard dans l'eau, où il manquera de se noyer, elle le sauvera. Ça n'empêche que ça va être un combat un peu compliqué pour eux, parce que Nineheart, il est capable de faire, alors pas revenir les morts, mais il est capable de créer des illusions à travers les souvenirs des gens, et créer des illusions, il fait notamment revenir de Simon, il fait revenir les différents ennemis qu'a affronté Erza. Attention, c'est dans un excès de colère que Djellal utilisera Grand Chariot pour lui terminer sa mère, mais je trouve le méchant avait quelque chose de pas mal, mais c'est pas le meilleur des Spriggan, on va pas se mytho. Auguste, je trouve que c'est un de ceux qui m'a le plus déçu.
Je ne comprendrai jamais pourquoi avoir sacrifié un tel personnage. Oui, son histoire, elle est intéressante sur le fond, sur le papier. Je trouve qu'elle est ultra cool. Il n'y a pas de problème avec ça, d'être le fils légitime de Mavis et de Zélève. Bon, va comprendre, ça ne sera jamais vraiment expliqué quand est-ce qu'ils ont eu le temps de faire leur affaire et quand est-ce que Mavis est tombée enceinte. Va chercher à comprendre. Mais en tout cas, elle était enceinte et puis c'est Precht qui a mis au monde Auguste, mais qui l'a abandonné. Mais Auguste était tellement intelligent parce que il est littéralement le fils de la stratège des fées, maître de Fairy Tail et du mage noir. Donc le gars a une puissance magique énorme, c'est le roi de la magie, c'est le fléau, il s'appelle Auguste parce que le mois d'août, bref, il serait né au mois d'août, un truc dans le genre, j'ai plus exactement l'histoire autour de son prénom, mais voilà, je trouve que le perso est un peu, même complètement surcoté, il avait de quoi faire de beaucoup d'autres choses, même si son affrontement face à Gildart c'est très très cool, je trouve qu'il y avait tellement mieux à faire, surtout qu'il nous balance une magie ultra puissante, je te dis le gars il va tout détruire sur son passage, il paralyse tout le monde, il est sur le point de buter tout le monde, il regarde vers Mavis et puis terminé. Alors oui, certes, c'est prévisible et c'est expliqué que le seul capable d'arrêter, de l'arrêter lui-même, d'arrêter le fils de l'empereur, il se parle de lui-même à la troisième personne, c'était sa mère. Donc il voit Mavis, il s'arrête et il meurt. Je n'ai jamais compris comment c'était possible que ça arrive comme ça. C'est un gâchis monumental. Littéralement, je pense que c'est ma plus grosse déception de tout l'arc, en fait, vraiment. Il y avait tellement mieux à faire avec ce perso, mais... Laisse tomber. Laissons tomber, c'est pas grave. Wall Itch, donc qui mettra à terre l'unité Raijin avec notre cher Ichiya, donc il les laissera pour morts, mais c'est Luxus qui va les venger, puisque ça sera un corps de substitution, puis après le vrai corps arrivera au bateau avec tous les autres Spriggan, et c'est à Luxus que reviendra l'honneur de le défoncer. Bloodman qui fera face à Sabertooth, qui tentera de l'arrêter, mais qui les défoncera tous, à lui tout seul, car c'est l'ange de la mort qui emmène la mort là où il passe, et puis c'est Gadji qui lui fera face. Gadji avec Rebi aussi qui le suivra, qui fera n'importe quoi, bref ça fera mouche, puisque parce que Gadji va tenter de l'affronter tout seul, et puis ça amènera à la mort de ce dernier. Est-ce qu'il meurt? Non. Enfin, on calme tout de suite le jeu. Non, il ne meurt pas. Mais je trouve qu'il y avait un épisode. D'ailleurs, j'ai le storyboard de l'épisode en question, l'épisode 303. Je m'en souviendrai toujours de cet épisode-là, parce que le storyboard est trop cool et parce que il introduit un autre Spriggan, alors je crois que c'est dans l'épisode d'avant ou encore celui d'avant, qui est celui d'après dans ma liste d'ailleurs, Eileen, le désespoir écarlate, la mère d'Erza, on en reparlera juste après, mais qui utilise, on s'en rappelle, qui utilise Universe One dans cet épisode. Ouais, il se passe beaucoup de choses dans l'épisode 303, la mort de Gadji, Universe One qui bouleverse toute la cartographie du royaume de Fioré, qui transporte Zélève directement jusqu'à Fairy Tail, c'est gratuit, c'est free, elle l'a TP là-bas, bof, tout le monde, et paré, Eileen, qui pour repousser Acnologia utilisera donc Universe One, et qui fera face un peu plus tard à Wendy et Erza. Très compliqué, pas mal d'explications, elle est méchante, mais en fait elle n'est pas vraiment méchante, on apprend tout son passé, qu'elle est liée à toute l'existence des chasseurs de dragons, car c'est la créatrice de la magie de chasseurs de dragons. Ouais, c'est pas rien, c'est quand même énorme d'apprendre ça. Elle a gardé Erza pendant pas loin de 400 ans, donc oui, Erza, on peut dire qu'elle a été confectionnée comme Natsu et les autres qui a plus de 400 ans, mais elle a mis 400 ans avant de la mettre au monde, parce qu'elle a attendu, elle n'a pas voulu la mettre au monde dans ces conditions, et elle la laissera évidemment au village de Rosemary, comme on le connaît si bien, mais c'est un personnage qui avait une double personnalité, qui cachait en fond d'elle l'amour d'une mère, même si elle ne le montre pas, elle le dira jamais à Erza. Bon, c'est dans sa mort qu'elle le dira, mais elle a un combat ultra cool, et Wendy est extrêmement mise en avant aussi, avec leur côté enchanteresse, l'une qui prendra le contrôle du corps de l'autre. Le combat est absolument épique, mais à partir du moment où Eileen reprend sa forme de dragon, et où elle affronte Erza, elle lui pète tous les os. Erza n'a plus que le bras gauche ou droite qui fonctionne, et elle détruit une météorite. Là, vous aurez très vite compris que Fairy Tail n'avait plus aucune logique à partir de ce moment-là. À quel moment un personnage à qui il reste que le bras droit de valide arrive à détruire une météorite? C'était du grand n'importe quoi. Mais parce que c'est Fairy Tail, dont c'est épique, donc on s'en fout. Mais c'était du grand n'importe quoi.
On est d'accord ou pas? Dites-le moi dans les commentaires, parce que moi je trouve que c'est du grand n'importe quoi, ça n'a aucun putain de sens. Ok, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais ça n'empêchera pas Eileen de mourir, hein, attention. Et le dernier Spriggan, bon celui-ci c'est le plus décevant. Je vais pas vous bito, honnêtement, un peu rien à foutre. Honnêtement, celui-là, outre le fait qu'on apprendra que c'est un démon d'Élise de Zélef, un de plus, hein, même si ce sera une copie ratée, il sera nommé tel quel par Zélef, hein, un peu plus tard lors de son affrontement face à Natsu dans la guilde, etc. On y vient, vous inquiétez pas, on y vient. Rakade, le dernier des Spriggan, bon, déception sur déception, ce personnage ne sert strictement à rien à part avoir des sorts complètement nuls, hein. Je suis désolé mais il a des sorts complètement nuls, il affecte le désir sexuel, il affecte la faim, il affecte le sommeil, les 3 désirs primaires de l'être humain, il le dit lui-même, hein. On comprend aussi très vite, grâce à ça, c'est plutôt drôle, allez, j'ajoute à ça, c'est plutôt drôle, on apprend qui est vierge et qui ne l'est pas. Oui, parce que si il affecte le désir sexuel, il faut bien que ça touche ceux qui ont déjà goûté aux fruits défendus. Et ouais. Et à qui est touché? Je le dirai pas, vous avez qu'à aller voir vous-même, mais c'est drôle les personnages qui sont touchés. On n'aurait jamais pu s'imaginer quelle personne peut être touchée ou non. D'ailleurs, ça soulève, du coup, en ce qui concerne Mavis, hein, puisqu'elle est touchée aussi par le sort. Donc on comprend. C'est pas expliqué, noir sur blanc, mais je veux dire, c'est suffisamment explicite pour le comprendre. T'es pas mongol, t'as pas d'autre cuit, t'as compris. Hein, Minerva est touchée, certains autres personnages féminins comme masculins sont touchés par ce sort. Bon, t'as compris à demi-mot les bails, peut-être même des relations indirectes entre certains personnages. Bref, Mashima laisse planer le suspense, c'était complètement gratuit, c'était drôle, mais sinon le personnage, c'est 0 sur 20 quoi. Je suis désolé, vraiment, je suis désolé. Bon, passons à ce qui nous intéresse le plus, les combats, parce que je parlais d'animation au début de la série 2018, et là, outre certains moments qui ont été un petit peu décevants en termes de mise en scène et tout, il y a des combats. Et on passe à celui de Natsu contre Gray, parce que Gray il était pas très content après avoir appris que END c'était Natsu, donc il a décidé de partir à sa recherche. En parallèle de ça, il y a Di Maria qui a laissé pour morte Lucy, Natsu qui a complètement pété un plomb à cause de sa tumeur magique. On apprendra que c'est les 2 graines, hein, et le famoso graine de dragon et de démon qui se font face, et donc il commencera en tout cas à se métamorphoser en END. Le combat Natsu contre Gray est épique sa mère. Vraiment, je l'ai tweeté, ça fera longtemps pour vous, mais je l'ai tweeté, le combat est juste épique. Épique sa mère. L'animation, la mise en scène, tout est absolument épique de A à Z. Et franchement, cet épisode, je le retiendrai rien que pour ça. Même si en plus, il y a la mort de Makarov dans ce même épisode, qui reviendra plus tard avec le J'ai fait un rêve. Bref, on n'en parlera pas, c'est pas grave. Ça n'a pas aucun sens. Mais Erza qui vient les arrêter, d'un côté la main brûlée, de l'autre côté la main gelée. Qui leur fait la phrase qui leur met en face des yeux la phrase dite très souvent par Makarov, qui souligne, bon, il l'apprendra un peu plus tard Natsu que Makarov est morte, Makarov est mort, mais ça n'empêche que la phrase est importante dans l'instant T, hein, surtout qu'elle arrête ces deux-là, alors que Makarov vient de mourir, donc on peut le prendre comme une métaphore de la grande sœur qui vient arrêter 2 frères qui se battent pour rien, alors que tous les 2 sont très en colère, alors qu'ils avaient aucune raison de se battre, mais le combat est absolument épique. Tout ce qui suivra est épique. Natsu qui reprendra le contrôle de lui-même, mais qui affrontera plus tard Zélef à la guilde. Une fois que Eileen sera morte, t'as l'univers SWAT qui se désactive, hein, donc tout revient à la normale. Et donc il est temps pour la guilde d'en finir, hein, enfin de terminer ce beau bordel. Natsu d'affronter Zélef pour une dernière fois. Enfin, en tout cas pour l'ultime et dernière fois, d'en finir avec ça. Et puis il reste pas que ça, il reste Acnologia aussi. Et là, on entre dans les vrais bails. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre. Il y a des trucs qui sortent un petit peu de nulle part. Mais ça n'empêche que c'est pas spécialement mal écrit. Donc Natsu contre Zélef, on commence par ça. Natsu contre Zélef, un combat assez intéressant, même si sur le fond comme sur la forme, je le trouve un peu inutile. Et traîné en longueur dans la série animée, on va pas se mytho. Surtout que t'as un côté Natsu qui prend le dessus, puis il active sa Dragon Force. Mais finalement, Zélef reprend le dessus. Zélef qui pète complètement un plomb. Mec, psychologiquement, il a pété un câble. Mais ça ne l'empêche pas de s'amuser à combattre Natsu et de se faire voler le livre de ND qui sera réécrit un peu plus tard par Lucy, qui manquera de crever d'ailleurs, hein, puisque c'est un livre démoniaque, hein, on s'en souvient. Donc évidemment, elle se fera à moitié possédée par le livre, par le livre. Hein, à cause de ça, bon, heureusement Gray est à côté et c'est un chasseur de démons.
C'est le bienvenu, bien sûr. Natsu qui perd une première fois, mais qui se fera sauver in extremis, donc qui apprend la mort de Makarov. Heureusement, du coup, il se fait sauver. Mais Zelef récupère quand même la magie de Fairy Heart, donc il absorbe la magie de Mavis. Mavis qui lui explique quand même qu'elle a trouvé un moyen de le tuer, D'où le fait que je vous expliquais tout à l'heure que tout était incroyablement bien écrit en ce qui concerne les deux et leur mort. La mort de ces deux-là, dans les épisodes qui suivront, est absolument incroyable et ce sera même réexpliqué si jamais vous n'avez pas compris. Ce sera même réexpliqué un peu plus tard. Mavis le réexpliquera la raison pour laquelle elle a trouvé la solution pour qu'ils puissent mourir tous les deux. Elle l'expliquera en fait. Donc que vous disiez, que vous n'aimiez pas, je peux comprendre, mais que vous disiez que c'est mal écrit, c'est faux. C'est littéralement faux. C'était écrit noir sur blanc des semaines, voire des années avant. Donc non, c'est pas mal écrit. Je suis désolé, c'est pas mal écrit. Natsu va gagner contre Zelef en utilisation Fairy Art, donc ça, dans sa tenue blanche là, pour contraster avec le fait que ce soit le mage noir, donc il est tout en blanc, de par la magie de la guilde. Il utilisera la porte de la guilde pour traverser le temps, pour créer une brèche temporelle pour retourner dans le temps, parce qu'il veut détruire le monde actuel et retourner dans le passé pour réécrire toute l'histoire, pour éviter d'avoir à donner naissance à Acnologia, pour éviter que tout le monde ne meure et vivre une nouvelle vie avec sa famille, sans que Natsu ni sa famille ne meurent à cause des dragons, etc. Bon, évidemment, on a le fameux moment où les personnages d'animé, ça c'est extrêmement frustrant, passent 800 milliards d'années à aller remplir leur objectif, c'est-à-dire je marche tout doucement vers la porte, attention je vais y arriver, oulala il reste 5 minutes à l'épisode, il faudrait peut-être que tu interviennes, je vais peut-être tourner la tête derrière au cas où Natsu se relèverait, oh mais zut, Natsu s'est relevé, oulala, du coup je vais me retourner, il avait juste à courir vers la porte et c'était terminé. Et ça c'est pas juste l'animé, c'est juste Mashima en fait, c'est infernal. Alors c'est pas sa faute. Je veux dire, c'est comme ça, c'est comment fonctionne un shonen. C'est le perso qui prend bien son temps pour marcher très lentement vers son objectif, alors que le mec, il lui suffisait de marcher comme vous et moi dans la rue, et en 30 secondes, c'était terminé. Donc ouais, c'est ridicule à quel point il pouvait en finir avec Acnologia, il pouvait en finir avec Fairy Tail, il pouvait en finir avec tout ça, surtout que Grey tentera un peu plus tôt de se sacrifier en utilisant une divergente de la glace éternelle pour emprisonner Zelef définitivement dans la glace et en sacrifiant sa propre existence. Bon, Natsu l'arrêtera, bien évidemment, hein, c'est ce qui mènera. Vous avez compris, je vais pas vous rentrer dans les détails, ça ne vaut pas le coup. Mais les deux meurent, voilà, on y va, on perd pas de temps. Zelef et Mavis meurent dans une scène que j'ai trouvé plus touchante dans le manga. Étonnamment, la scène n'est pas moins cool dans l'animé, mais j'ai pleuré à l'époque en lisant le chapitre. Voilà, je vous le dis, j'ai pleuré en lisant le chapitre à l'époque. Dans l'animé, ça m'a moins touché, mais la scène reste quand même très très cool. Et puis voilà. Et puis on va en finir avec ce qui nous reste, parce que ouais, de l'autre côté, ils affrontaient Acnologia, mais c'est passé plein de trucs en parallèle que j'ai oublié de mentionner, parce que je me concentrais que sur Zelef. En parallèle, on a l'introspection, on peut le dire comme ça, même si pour elle, ça fait quand même pas mal d'années qu'elle est là. C'est Anna, l'ancêtre des Heartfilia, qui en fait est là depuis pas loin de 20 ans en fait, hein. Elle est là depuis très longtemps, enfin elle est là depuis l'année 777, hein. Elle a débarqué en même temps que Natsu et tous les autres, puisqu'en fait ils ont traversé la porte éclipse ensemble. Donc on apprend qu'elle a rencontré la mère de Lucie, qu'elle est liée à tout ce qui est arrivé, qu'elle connaissait le roi de Fioré, elle lui avait demandé, d'où ce que je vous disais tout à l'heure, un peu plus tôt dans la vidéo, qu'elle avait demandé au roi de Fioré de détruire Eclipse, mais qu'il en sera jamais capable, hein, qu'il le fera jamais. Mais que tout était lié à elle d'une façon ou d'une autre, et qu'elle était le maître de Natsu, de Wendy, de Gajil, etc. Qu'elle a accompagné les dragons qui étaient dans le corps des chasseurs de dragons à travers la porte éclipse, qu'elle a perdu de vue tous ses enfants, et qu'elle cherchait à les retrouver. Et donc elle fera une alliance avec Blue Pegasus,
alliance qui dure depuis longtemps, hein, puisque elle a aidé à la construction du Christina, qui est en fait pas qu'un simple navire magique, mais aussi un navire qui permet de transporter des chasseurs de dragons. Parce que oui, il y a une lacrima qui empêche les chasseurs de dragons d'avoir le mal des transports. Tout était bien écrit jusqu'à ce niveau-là. La fameuse brèche temporelle dans laquelle il voulait emprisonner Acnologia et que Zélef utilisera à son avantage pour fusionner avec Feriart, etc. C'est trop. Là, j'entre trop dans les détails, on perd du temps, mais ça marchera pas, puis ça finira par marcher à nouveau, puisqu'on se rappelle que Zélef meurt en parallèle, donc la brèche se réouvre, et Ichiya et Anna se sacrifient pour enfermer Acnologia dans la brèche. LOL. ouais, j'ajoute le LOL, là c'était trop facile, hein, c'était déjà terminé, tout le monde il est bien, tout le monde il est content, on pensait que Zélef mort, Natsu disparaîtrait, puisque on se rappelle que c'est lui END, bon il n'en sera rien, on se calme, tout le monde est content, c'était trop facile, donc on se dit, il nous avait annoncé 52 épisodes, bon on est à l'épisode genre 323, 324, bon il reste des épisodes là. C'est pas fini, c'est trop facile, il reste forcément des intrigues, c'est pas fini. Non, c'est pas fini, hein, puisqu'Acnologia revient, il a absorbé la brèche temporelle, il a absorbé le pouvoir de la brèche. Incroyable parallèle d'ailleurs au combat final, où il absorbera tous les chasseurs de dragons à l'intérieur de la brèche. Je sais pas comment il a fait, mais il les a téléportés là-bas. Bon, va pas comprendre, c'est comme ça. Tais-toi, chut. Arrête, t'as rien vu, Natsu il a disparu devant tout le monde, mais t'as rien vu, c'est pas grave. Lui et tous les autres chasseurs d'ailleurs. Ah oui, et Anna et Ichiya sont vivants aussi, juste au cas où. Ça c'est gratuit aussi, après qu'on ait pleuré leur mort aussi, bon ils sont toujours vivants. Anna au corps, on peut pas trop la pleurer, mais Ichiya, bon, allez, c'est un personnage assez apprécié dans le manga, donc bon, ça aurait été un petit peu dommage de le voir mourir, même s'il a eu un sacrifice assez épique, c'est pas grave. Le combat final contre Acnologia qui va se dérouler en 2 phases. L'un avec le corps astral où tous les chasseurs de dragons vont l'affronter à l'intérieur de la brèche temporelle qui fait extrêmement penser, je pense que c'est une ref. Est-ce que certains ont vu la ref ou non? La ref à Rave Master où ils s'affrontent où le combat final se déroule dans la mémoire des étoiles. Je trouve que c'est un hyper hommage qu'a rendu Mashima avec ce combat final où tous les chasseurs de dragons affrontent le corps humain et astral d'Acnologia, là où le corps physique et draconique détruit tout Ishgard, hein, détruit tout sur son passage, il en a rien à foutre, et donc quelle solution ont-ils pour l'arrêter? D'utiliser la grande magie des fées, Férisphère. Ouais, bah quel meilleur moyen que d'utiliser la Férisphère qui leur a permis auparavant de se protéger d'Acnologia. Ah ouais, on va l'utiliser pour l'enfermer, tout simplement, hein. Et ça va marcher, parce que Lucie va être aidée plutôt de tous les mages du continent, comme quoi on peut expliquer une énième fois que Lucie n'est pas inutile, ça ne suffira jamais aux haters, hein, alors que c'est grâce à elle qu'on arrête Acnologia quand même, hein, c'est pas rien. Et donc le corps physique ayant été bloqué dans la Férisphère, ça va évidemment bloquer le corps astral qui va se retrouver paralysé, Natsu qui va être aidé de tous les chasseurs de dragons qui vont lui allouer toute leur force, le point du roi du dragon de feu multicolore, on en finit, Acnologia est vaincu, c'est une mort un peu décevante, même si l'animé avait eu quand même l'honneur, on a eu l'honneur grâce à l'animé, parce que c'est un honneur, on va pas se mytho, le manga a eu quand même... le manga a un petit peu rush sur la fin, on va pas se mytho, même si l'animé n'aura pas corrigé grand chose au niveau du combat, on aura pas rallongé le combat de ouf, mais on aura quand même eu dans l'animé, c'est pas rien, le passé d'Acnologia. C'était quand même important de savoir pourquoi le gars est méchant. Parce que ça aurait été trop facile de dire « Je veux tuer tous les dragons ». Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon frérot? Pourquoi est-ce que t'es devenu méchant? L'animé répond à ça. L'animé a rajouté l'intrigue sur un épisode ou sur 2 épisodes. Alors, sur un épisode et demi, il me semble, sur le flashback qui raconte toute l'histoire d'Acnologia. Et ça, c'est une plus-value de la série animée. Ce pourquoi il faut bien regarder la série animée ou au moins ces épisodes-là. Faut au moins regarder ce demi-épisode ou cet épisode complet qui raconte toute l'histoire d'Acnologia, un peu comme Eileen a pris le nom de Belserio. Acnologia est devenu Acnologia parce que c'était le dragon qui protégeait son village et qui reviendra pour tout détruire. Voilà, et c'est pourquoi Acnologia, qu'on connaît, ce qui était en fait qu'un simple médecin qui soignait les dragons, qui était le gars le plus respecté de son village, un peu comme Eileen était la reine des dragons, en plus d'avoir créé la magie anti-dragon, verra tout détruire autour de lui, hein, donc il pètera un plomb, il deviendra le méchant qu'on connaît. Bon, c'est pas la meilleure histoire qui soit, mais au moins ça justifie un peu mieux la raison pour laquelle Acnologia est devenu méchant.
Ça vous suffit ou moins? Enfin, il y en a pour qui ça suffira pas, je comprends, hein. Mais au moins c'est un peu mieux, quoi. C'est un peu mieux que le manga où juste coup de poing, terminé, Acnologia est mort, bon, il était pas bien écrit comme méchant. Donc là au moins l'anime corrige un peu ça et rajoute cette intrigue. Et c'est fini. Voilà, bah, que voulez-vous de plus? C'est terminé, tout est bien qui finit bien, quoi. Hein, la guilde est sauvée, tout le monde il est content, on apprend que Cheria retrouve sa magie, que Merveille Hill est devenu sont devenus les nouveaux mannequins du sorcereur, Lucie a obtenu un prix pour le meilleur roman donc l'année suivante, en 793, que Gajil et Lévi vont peut-être avoir un enfant, que c'est toujours autant ambigu entre Grey et Jubia, mais ça commence à se confirmer petit à petit. On pensait, et là c'est la scène finale, c'est la scène finale de la série, que Natsu et Lucie se mettraient ensemble, mais c'était encore une fois un gros troll de Machina qui se terminera sur. Je te remercie pour tout. Voilà, si je suis là, si j'ai reçu un Fairy Tail, c'est grâce à toi. Mais il n'y aura pas de bisous, rien du tout. C'est on part en mission, Lucie. Allez, c'est parti, je te traîne par le bras. Et en fait, on prend la quête de 100 ans. Voilà. Et puis fin ouverte sur la quête de 100 ans que Mashima avait, je pense. Avec du recul, je pense qu'on peut dire que Mashima avait déjà prévu la quête de 100 ans bien après. Surtout que la quête de 100 ans commencera que l'année suivante, hein, en 2018, en même temps que Eden Zero. Donc on peut dire que Mashima avait tout prévu en laissant cette fin ouverte et en ne fermant pas la porte à même d'autres possibles intrigues avec tout ce qu'il a écrit aussi en parallèle. Alors je sais pas si par exemple, je prends un titre d'exemple, les jumeaux du chaos, s'ils ont été écrits après ou si c'était écrit avant, par exemple pour les enfants de Luxus, enfin les enfants de Gajil et Lévi, ou toute autre intrigue qui pourrait concerner d'autres personnages secondaires ou autres membres de la guilde. Voilà, merci à tous, et puis rendez-vous très vite pour de futures vidéos, peut-être liées à Fairy Tail, la suite de la quête de 100 ans qui va arriver, j'aurais déjà fait 2 ou 3 lives, et puis on va savoir si après je ferai ça en hebdomadaire, enfin en bimensuel, hein, voilà, c'est en bimensuel, hein, Fairy Tail, la quête de 100 ans, va savoir, est-ce que j'abandonnerai pas en cours? Ça, ce sera seul l'avenir nous le dira. Merci à tous et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bye.